Tu as 23 ans. Tu viens de t'installer dans un modeste appartement de 2 chambres avec un colocataire, quelqu'un de neutre, avec qui tu partages les frais et les responsabilités. Pour t'assurer que tout est juste et ordonné, vous établissez tous les deux qui fait quoi dans l'appartement, quand et qui sort la poubelle, nettoie les sols, les comptoirs, lave la vaisselle et ainsi de suite. Vous décidez que chacun lavera la vaisselle 1 fois par semaine. Tu prends le dimanche, il prend le mercredi. Bientôt arrive le premier dimanche et, comme prévu, tu laves la vaisselle. Puis arrive le premier mercredi et ton colocataire la lave. Cela continue pendant quelques semaines sans problème. Mais ensuite, un mercredi, après être rentré tard du travail, tu trouves la vaisselle empilée dans l'évier. Tu ne dis rien. Dans ta nature généreuse, tu supposes que c'est une exception et ton colocataire la lavera simplement le lendemain. Quand ce dimanche arrive, cependant, la pile de vaisselle est le double de la taille, débordant de l'évier et s'étendant sur tout le comptoir. Il ne l'a jamais lavée. Tu veux dire à ton colocataire qu'il devrait laver la vaisselle aujourd'hui, mais il n'est pas à la maison et il n'y a été de toute la journée. Alors tu la laves. Cela maintient les choses selon le calendrier, de toute façon. Quand le mercredi suivant arrive, ton colocataire lave la vaisselle. Tout va bien et revient à la normale. C'est jusqu'au mercredi suivant, quand à nouveau, tard dans la soirée, tu trouves l'évier plein de vaisselle. Tu vas voir ton colocataire et tu lui demandes ce qui se passe. Il t'assure qu'il la lavera. Tu acceptes. Le lendemain, cependant, la vaisselle est toujours là, empilée encore plus haut. Et puis le jour suivant. Et le suivant. Tu réalises qu'il y a un problème. Quand ce dimanche arrive, tu te demandes ce que tu dois faire. Laver la vaisselle ou laisser le pile déjà gigantesque grandir davantage? Quel précédent as-tu établi? Quel précédent vas-tu établir? Peux-tu réinitialiser les choses? Et si tu ne laves pas la vaisselle et que ton colocataire ne la lave pas non plus? La cuisine restera un désastre constant? Alternativement, et si tu laves la vaisselle et que bientôt tu finis par la faire à chaque fois? Avec qui as-tu affaire ici et comment peux-tu traiter cette personne de la façon la plus efficace? Tu te demandes quelle décision, basée sur quelle stratégie, tu devrais prendre. C'est une version d'une célèbre expérience de pensée, en théorie, des jeux connus sous le nom de dilemme du prisonnier. Une situation où 2 personnes seraient mieux loties en coopérant, mais chaque personne a une certaine incitation à aller à l'encontre de l'autre. Cependant, en ne coopérant pas tous les deux, elles finissent par être moins loties. Dans ce cas, l'incitation individuelle est de ne pas dépenser du temps à laver la vaisselle. Le résultat est soit une cuisine et une situation de colocataire désordonnée, soit une propre. En termes généraux, la théorie des jeux est l'étude mathématique de la prise de décision et des stratégies dans les situations où les résultats dépendent des choix des autres. Plus spécifiquement, elle examine la nature et les effets de la façon dont le conflit et la coopération entre les décideurs rationnels peuvent mener à des gains optimaux ou sous-optimaux. En essence, c'est une science de la stratégie. Dans les situations sociales, dans les affaires, dans l'économie et en politique, dans chaque interaction, qu'elle soit entre aussi peu de personnes que 2 ou autant que des nations, des décisions sont constamment prises qui affectent à tout le monde impliqué. En tant qu'individu et collectif, chacun d'entre nous possède le pouvoir non seulement de changer nos propres circonstances, mais aussi les circonstances des autres, du monde. Ces décisions et leurs résultats peuvent être aussi bénins que de savoir qui lave la vaisselle dans un appartement ou aussi critiques que de savoir si un pays et ses citoyens survivent. La théorie des jeux suggère que chaque décision prise dans un but particulier peut, en principe, être représentée et comprise comme un modèle mathématique. En d'autres termes, avec un objectif clair et des contraintes définies, un choix rationnellement correct peut toujours être déterminé. Encore plus, une stratégie optimale peut être déterminée dans plusieurs choix. Et à travers divers programmes informatiques et simulations, les chercheurs dans le domaine de la théorie des jeux ont réellement trouvé une stratégie ou une approche et un tempérament
qui dans de nombreuses conditions de la société et de la nature s'est avéré être constamment extrêmement efficace. Et, chose surprenante pour beaucoup dans le domaine, la stratégie est profondément simple. Encore plus convaincant, elle est pleine d'espoir. C'est quelque chose que chacun d'entre nous peut appliquer à sa propre vie. Avant de continuer, il est important de noter que dans le contexte de la théorie des jeux, un jeu n'est pas ce que nous pensons conventionnellement qu'il est, bien qu'il puisse aussi inclure des jeux traditionnels. Plutôt, jeu se réfère simplement à toute interaction qui se produit entre plusieurs décideurs, où le résultat et le gain de l'interaction pour chaque individu dépend des choix faits par les autres. Cela peut inclure des jeux comme les échecs et le poker, mais cela inclut aussi presque tout le reste. Bien sûr, pas littéralement tout, mais toutes les interactions directes qui se produisent entre des individus ou des groupes qui impliquent la compétition ou la coopération, où il y a un résultat mutuellement affecté. Et c'est presque tout. Il est important de noter cependant que la théorie des jeux délinéate deux types d'interactions ou de jeux, coopératifs et non coopératifs. La théorie des jeux coopératifs inclut des dynamiques comme les joueurs d'une même équipe sportive, les colocataires, en théorie, les associations commerciales, ainsi que les alliances internationales et les accords commerciaux. Dans ces cas, les objectifs sont partagés, les ressources et les informations sont souvent librement échangées. Et l'équité et l'avantage mutuel sont à la fois implicites et activement poursuivis. Cependant, la théorie des jeux non coopératifs est beaucoup plus répandue dans le monde et arguablement beaucoup plus intéressante. Dans les jeux non coopératifs, il y a généralement des gagnants et des perdants, car les joueurs agissent de manière indépendante dans leurs propres intérêts, faisant des choix intentionnellement pour se bénéficier eux-mêmes, potentiellement aux dépens de leurs adversaires. Cette dynamique non coopérative et cette tension sont souvent utilisées et reproduites de manière simpliste dans les émissions de jeux. Par exemple, dans l'émission de jeux britannique de la fin des années 2000, Golden Balls, deux étrangers s'assieraient l'un en face de l'autre et décideraient s'ils voulaient partager ou voler une grande somme d'argent avec l'autre personne. Le choix de chaque personne affectait directement si l'un ou l'autre obtenait de l'argent et combien, mais aucun ne connaîtrait le choix final de l'autre jusqu'à ce qu'il soit révélé et verrouillé. Si les deux choisissaient de partager, ils partagèrent l'argent équitablement. Si l'un choisissait de partager et l'autre choisissait de voler, celui qui choisissait de voler obtenait tout l'argent et l'autre personne n'obtenait rien. Si les deux choisissaient de voler, aucun n'obtenait rien. Dans ce type de situation ponctuelle, où l'on peut partager ou voler, coopérer ou déserter, la théorie des jeux nous montre qu'il y a un choix rationnel clair. Ce qu'on appelle la stratégie dominante se réfère à un choix qui fournit à un joueur les meilleurs résultats, peu importe ce que fait l'autre joueur. Et c'est toujours le choix le plus rationnel à faire. Le choix n'est pas ce qui pourrait mener au meilleur résultat possible, mais choisir le meilleur résultat, peu importe ce que l'autre personne décide de faire, car tu n'as pas de contrôle sur cela. Et ainsi, dans Golden Balls, la chose la plus rationnelle à faire serait toujours de voler. C'est parce que si une personne partage, alors l'autre personne en bénéficie davantage en volant. Si une personne vole, à nouveau, l'autre personne, en un sens, bénéficie davantage en volant, car elle obtient le même montant qu'en partageant, 0, mais n'est pas manipulée ou exploitée par l'autre personne. Techniquement, c'est ce que les théoriciens des jeux appelleraient une stratégie faiblement dominante, car le gain littéral dans cette situation ultérieure serait égal à partager plutôt que meilleur. Bien sûr, cependant, la vie n'est pas une émission de jeu. Les interactions ne sont presque jamais ponctuelles, sans effet persistant et continu. Les décisions sont rarement aussi simples que partager ou voler, et les résultats sont rarement aussi simples que la moitié. Tout ou rien. Dans la vie réelle, il y a presque toujours un jeu beaucoup plus grand avec le temps, les interactions répétées, l'incertitude, l'effet de levier et les ressources. Si quelqu'un lave ou ne lave pas la vaisselle une fois, ce jeu n'est pas terminé. La relation et l'espace
sont et peuvent être soit bénéficiés, soit stressés, en avançant. Quand une entreprise blesse ou s'associe avec une autre entreprise, ce jeu n'est pas terminé. Les représailles ou une croissance des ressources peuvent et vont probablement suivre. Quand un pays attaque, représaille ou s'allie avec un autre, ce jeu n'est pas terminé. Les guerres peuvent commencer ou se terminer. Les nations peuvent commencer ou se terminer. Avec tout cela à l'esprit, quelle est la stratégie de prise de décision la plus efficace, ou l'approche et le tempérament? Dans la vie en général, existe-t-il un? En 1980, le scientifique politique Robert Axelrod s'est donné pour mission de tester et de répondre à cette même question. En utilisant des programmes informatiques pour modéliser différentes stratégies de prise de décision, Axelrod a orchestré une expérience. Il a fait en sorte que des théoriciens éminents de diverses disciplines et lieux du monde entier créent et soumettent des programmes qui concouraient dans un tournoi d'une version itérée du dilemme du prisonnier. L'objectif était de soumettre la meilleure stratégie et de gagner. Les règles du tournoi étaient simples. Chaque joueur ou programme jouait un seul jeu contre tous les autres joueurs, ainsi que contre une copie de lui-même. Dans chaque jeu, chaque joueur avait la possibilité de coopérer avec ou déserter contre son adversaire. Si les deux joueurs coopéraient, ils reçoivent tous les deux 3 points. Si l'un coopérait et l'autre désertait, le joueur qui désertait recevait 5 points et le joueur qui coopérait recevait 0. Si les deux désertaient, les deux recevaient 1 point. Chaque jeu individuel contenait 200 tours. Le joueur avec le plus de points à la fin de tous les matchs du tournoi gagnait. Au total, 14 programmes ont été soumis, et puis Axelrod en a ajouté un qui désertait ou coopérait au hasard, avec une probabilité de 50% chaque tour. La plupart des stratégies soumises ont commencé par la coopération, tandis que d'autres ont commencé avec des désertions précoces. Certains joueurs étaient complexes et calculateurs, sondant les faiblesses puis les exploitant, comme un programme appelé Graskamp. Certains ont mélangé des mouvements aléatoires pour utiliser la confusion et la surprise, comme un programme appelé JOS. D'autres étaient beaucoup plus directs. Ensemble, les programmes allaient de ce qu'Axelrod appelait simple et agréable à astucieux et désagréable. Après la fin du tournoi, Axelrod, ainsi que de nombreux autres théoriciens des jeux, ont trouvé les résultats profondément surprenants. Il a exécuté l'ensemble du tournoi à nouveau, 5 fois de plus, pour s'assurer que les résultats étaient fiables et reproductibles. À chaque fois, les résultats ont été cohérents et le même gagnant a émergé, un programme appelé Tit for Tat, qui était l'un des programmes les plus simples et les plus coopératifs de tous. Abonne-toi si tu aimes la vidéo, car il y a beaucoup plus à découvrir sur la façon dont la théorie des jeux et la conscience quantique peuvent complètement transformer la façon dont tu vois le monde et prends les décisions dans ta vie quotidienne. Pour augmenter encore davantage la complexité et mieux refléter les circonstances du monde réel, Axelrod a mené un deuxième tournoi. Cette fois, il n'y avait pas de nombre défini de tours totaux par jeu. Avec maintenant un nombre aléatoire et inconnu, les joueurs ne pouvaient plus suivre et calibrer leurs décisions par rapport à une fin de jeu définie. Juste comme la réalité, cette fois, 62 stratégies de programme ont été soumises, et à nouveau, Axelrod en a ajouté une qui était aléatoire. Les résultats ont été très cohérents avec le premier tournoi. À nouveau, Tit for Tat a gagné. Axelrod et de nombreux autres théoriciens des jeux ont trouvé cela extrêmement surprenant car l'attente était que la stratégie gagnante serait hautement complexe, hautement compétitive ou les deux, c'est-à-dire astucieuse et désagréable. Et pourtant, Tit for Tat était généralement simple, agréable et indulgent. En termes de jeu spécifique, Tit for Tat commence toujours par la coopération. À partir de là, il copie toujours le dernier mouvement de son adversaire. Et ainsi, il continue à coopérer à moins et jusqu'à ce que son adversaire déserte. À ce moment,
Tit for Tat déserte immédiatement aussi et continue à le faire à moins et jusqu'à ce que son adversaire coopère à nouveau. Dès que son adversaire coopère à nouveau, Tit for Tat pardonne ensuite ou ne tient plus compte des mouvements précédents et recommence à coopérer à moins et jusqu'à ce que son adversaire déserte, et ainsi de suite. Curieusement, les résultats de cette stratégie équivalaient au fait que Tit for Tat ne gagne jamais aucun jeu individuel, car en tête-à-tête, il ne peut que perdre ou faire match nul. Mais dans tous les appariements et les jeux, il a coopéré avec suffisamment d'autres joueurs pour terminer systématiquement avec le score le plus élevé globalement et gagner le tournoi. Axelrod écrit dans The Evolution of Cooperation, ce qui explique le succès robuste de Tit for Tat et sa combinaison d'être agréable, vindicatif, indulgent et clair. Son amabilité l'empêche de se mettre dans des ennuis inutiles. Sa vengeance décourage l'autre côté de persister chaque fois que la désertion est tentée. Son indulgence aide à restaurer la coopération mutuelle. Et sa clarté le rend intelligible à l'autre joueur, émoussant ainsi la coopération à long terme. De plus, presque tous les joueurs les plus performants dans les tournois partageaient ces qualités similaires. Et dans des simulations ultérieures, avec des conditions encore plus réalistes et chaotiques, une version plus généreuse de Tit for Tat, qui pardonnait occasionnellement les désertions au lieu de les réciproquement, s'est avérée être encore plus efficace. Les joueurs désagréables, en revanche, semblaient souvent se retrouver dans des guerres de désertion qui menaient à la destruction mutuelle. Axelrod dit « Ce qui rend possible l'émergence de la coopération est le fait que les joueurs pourraient se rencontrer à nouveau. Le facteur clé ici est le temps, la continuité et les interactions répétées. Dans un scénario ponctuel, la logique rationnelle peut mener à la désertion. Mais dans un scénario où les gens se rencontrent à plusieurs reprises, où il y a un avenir partagé, la coopération devient rationnelle. La conclusion de tout cela est raisonnablement claire. Dans les interactions compétitives, non coopératives continues, comme ces tournois, il est souvent avantageux, au moins, d'essayer d'être agréable. Commencez par l'amabilité et la coopération. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force. Inversement, un individu qui mène souvent ou insuffle la désertion est plus susceptible de s'affaiblir lui-même et de perdre avec le temps, même s'il semble initialement comme s'il était en train de gagner. De plus, tenir rancune est une faiblesse. Le pardon est une force. Bien sûr, cependant, la faiblesse elle-même est une faiblesse, c'est-à-dire laisser quelqu'un te faire du mal sans conséquence te mènera à être exploité et à perdre. L'approche propre à exiger la conséquence, cependant, est aussi importante. Elle doit être relativement égale, cohérente et claire, pas opaque et manipulatrice. D'un point de vue moral et historique, la stratégie gagnante de Tit for Tat reflète essentiellement une éthique d'œil pour œil, c'est-à-dire que la justice et le châtiment doivent être proportionnels au mal causé par une infraction. Mais après la conséquence proportionnelle, l'équilibre et la coopération peuvent et doivent être restaurés. À un niveau plus individuel, cela équivaut essentiellement à être aimable, direct et compréhensif, mais jamais un paillasson. Bien sûr, il y a des problèmes et des limitations tant avec l'expérience d'Axelrod qu'avec la théorie des jeux en général. Les programmes, simulations et théories ne peuvent arguablement jamais vraiment reproduire, modéliser ou évaluer la véritable échelle et complexité des interactions du monde réel. Les interactions réelles impliquent souvent de nombreuses personnes et de nombreux problèmes, de nombreuses perspectives, de nombreux objectifs, des idées et des opportunités changeantes, un effet de levier et des ressources asymétriques, des informations connues et inconnues, de vastes erreurs et du chaos, et peut-être surtout, elles impliquent la nature très émotionnelle, sentimentale, rancunière et irrationnelle de l'esprit humain. En tant qu'humains, nous ressentons et espérons et croyons au moins autant, sinon plus, que nous évaluons, calculons et exécutons. Mais maintenant, permettez-moi de connecter cela à quelque chose de beaucoup plus profond.
quelque chose qui va au-delà de la simple théorie des jeux classiques. Permettez-moi de te conduire dans un domaine où la physique quantique rencontre la conscience, où chaque décision que tu prends n'affecte pas seulement ton environnement immédiat, mais module aussi la structure même de la réalité au niveau quantique. La conscience quantique est une théorie fascinante qui suggère que la conscience elle-même est fondamentalement entrelacée avec les processus quantiques qui sous-tendent notre univers. Selon certains théoriciens éminents, comme Roger Penrose et Stuart Hameroff, la conscience n'est pas simplement un épiphénomène du cerveau, mais elle est profondément connectée aux propriétés fondamentales de la mécanique quantique. Au cœur de cette théorie se trouve le concept selon lequel les microtubules dans nos neurones fonctionnent comme des systèmes quantiques où se produisent des processus de cohérence et de décohérence quantique. Ces processus pourraient expliquer comment la conscience émerge de la matière physique et comment nos observations et intentions peuvent affecter la réalité. Quand on considère la théorie des jeux dans ce contexte quantique, quelque chose d'extraordinaire se produit. Chaque décision que tu prends, chaque stratégie que tu choisis de suivre, émet une onde d'intention quantique. Cette onde n'est pas seulement une métaphore, mais elle a des implications réelles dans la structure de la réalité. Quand tu choisis la coopération plutôt que la désertion, tu ne fais pas seulement un choix rationnel, mais tu émets aussi une cohérence quantique vers l'univers. Imagine un instant que chaque acte de coopération, chaque moment de gentillesse authentique, crée ce que nous pourrions appeler une signature quantique dans le tissu de l'espace-temps. Cette signature se propage, s'entrelace avec les consciences d'autres êtres, influençant subtilement leurs propres décisions et comportements. Ce n'est pas de la magie, mais un processus qui émerge naturellement des principes fondamentaux de la mécanique quantique. Les scientifiques ont démontré qu'au niveau quantique, les particules peuvent être intriquées, partageant un état instantanément, sans tenir compte de la distance qui les sépare. Si notre conscience fonctionne réellement à travers des processus quantiques, alors il est possible que nos esprits soient entrelacés de façon que nous ne comprenons pas encore complètement. Quand tu prends une décision depuis un lieu de coopération authentique et d'intention bonne, cette décision pourrait être littéralement entrelacée avec les décisions des autres, même sans que tu le saches consciemment. Cela ajoute une dimension complètement nouvelle à la stratégie de tit for tat. Ce n'est pas juste une stratégie intelligente du point de vue de la théorie des jeux classiques, mais c'est aussi une stratégie alignée avec les principes fondamentaux de la réalité quantique. Quand tu pratiques le pardon, la clarté et la coopération cohérente, tu n'améliores pas seulement tes résultats au jeu, mais tu alignes aussi ta conscience avec les principes les plus fondamentaux de l'univers. La recherche en physique quantique a montré que l'acte d'observation affecte le résultat des expériences. Ceci est connu sous le nom d'effet de l'observateur. Si notre conscience est intrinsèquement quantique, alors chaque observation que tu fais, chaque pensée que tu as, chaque intention que tu maintiens peut littéralement influencer le résultat de ta vie et du monde autour de toi. Quand Axelrod a mené ses expériences et a constaté que tit for tat était la stratégie la plus réussie, il ne réalisait peut-être pas qu'il découvrait une stratégie profondément harmonieuse avec la nature quantique de la réalité. La simplicité de tit for tat, sa clarté, sa prévisibilité, toutes ces qualités le rendent hautement cohérent au niveau quantique. Il n'y a pas d'ambiguïté, pas de dissimulation, pas d'intention néfaste cachée. C'est une stratégie si claire et si pure qu'elle résonne avec les principes quantiques les plus fondamentaux. En revanche, les stratégies complexes et astucieusement désagréables qui ont échoué dans les expériences d'Axelrod sont exactement l'opposé. Elles sont confuses, incohérentes, pleines d'intentions cachées et de manipulations. Au niveau quantique, ces stratégies créent ce que nous pourrions appeler une décohérence quantique dans le système, ce qui rend tout plus chaotique et moins prévisible. Maintenant, cela nous amène à une question profonde. Si notre conscience est vraiment connectée à la réalité quantique de cette façon, qu'est-ce que cela signifie pour nos vies?
Cela signifie que chaque décision que tu prends a une importance qui va bien au-delà des résultats immédiats visibles. Quand tu choisis d'être gentil avec quelqu'un, tu n'affectes pas seulement son expérience immédiate. Tu crées une cohérence quantique dans l'univers qui se propage, influençant subtilement d'innombrables autres événements et rencontres. Quand tu choisis d'être vengeur et manipulateur, tu crées une décohérence et un chaos quantique qui se propagent de façons qui peuvent être profondément nuisibles, non seulement pour les autres, mais aussi pour toi-même. Une expérience fascinante qui soutient cette vision a été réalisée par des chercheurs qui ont étudié l'effet de la méditation et de l'intention sur la croissance de cristaux de glace. Les chercheurs japonais Masaru Emoto ont exposé l'eau à différents mots et musiques, puis l'ont congelée et ont observé les modèles des cristaux résultants. Quand l'eau était exposée à des paroles d'amour et de gratitude et à une musique harmonieuse, les cristaux étaient magnifiques et bien formés. Quand elle était exposée à des paroles de haine et à une musique chaotique, les cristaux étaient déformés et moches. Bien que cette expérience ait été critiquée pour son manque de rigueur scientifique, elle pointe vers quelque chose de profond, que l'intention et la conscience peuvent avoir des effets réels et mesurables sur le monde physique. Si la conscience peut affecter la structure de l'eau, l'un des composants les plus basiques de toute vie, alors il est raisonnable de penser qu'elle peut affecter bien davantage. Les études récentes dans le domaine de l'épigénétique appuient aussi cette idée. L'épigénétique démontre que nos gènes ne sont pas notre destin. L'environnement, nos pensées, nos émotions et nos actions peuvent littéralement changer quels gènes s'expriment. Si nous passons du temps dans un état de stress, d'anxiété et de peur, nous exprimons un ensemble différent de gènes que si nous passons du temps dans des états de paix, d'amour et de gratitude. Et c'est ici que la théorie des jeux et la conscience quantique s'unissent de manière particulièrement puissante. Si tu suis la stratégie de tit for tat, si tu pratiques la coopération, la gentillesse, le pardon et la clarté, alors tu ne gagnes pas seulement au jeu de la vie en termes de résultats externes, mais tu changes aussi littéralement ton code génétique en renforçant ta cohérence quantique et en exprimant des versions plus hautes et plus harmonieuses de toi-même. Inversement, si tu suis des stratégies de désertion, si tu pratiques la duplicité, la vengeance et la manipulation, tu perds le jeu à tous les niveaux. Les résultats externes empirent, mais plus profondément, tu induis une décohérence quantique dans ton propre esprit et ton corps, ce qui se reflète dans le stress, la maladie et un sentiment de vide existentiel. Permettez-moi de te donner un exemple concret de la façon dont cela fonctionne dans la vie réelle. Imagine que tu es un collègue au travail qui commet constamment des erreurs qui affectent ton travail. Tu as deux options principales. Option 1, tu peux répondre par l'irritation, la critique acérée et la vengeance professionnelle, en sabotant subtilement ou ouvertement son travail en retour. Option 2, tu peux répondre par la patience, offrir une aide constructive et maintenir la clarté sur ce qui doit changer, mais sans malveillance. Dans le cadre de la théorie des jeux classiques, les deux options peuvent sembler avoir le potentiel de gagner, mais les expériences d'Axelrod nous montrent que l'option 2, celle de tit for tat modifiée avec pardon et coopération, sera plus réussie à long terme. Ton collègue sera moins susceptible d'être constamment sur la défensive. Les opportunités de coopération authentique augmenteront. Les projets partagés iront mieux. Ta réputation au travail s'améliorera. Mais maintenant, ajoute la dimension quantique de la conscience à cela. Quand tu choisis l'option 1, la vengeance, tu émets une fréquence de conflit et de méfiance. Cette fréquence est captée par ton propre corps, influençant ton système nerveux, tes hormones, ton expression génétique. Tu stresses littéralement ton propre système au niveau cellulaire. De plus, cette fréquence se propage à ton collègue à travers tes paroles, tes actions, ton langage corporel. En un sens, tu es en train de contaminer l'espace quantique partagé entre vous avec incohérence. Quand tu choisis l'option 2, la coopération et la clarté avec compassion, tu émets une fréquence d'harmonie et de confiance. Cette fréquence renforce ton propre corps, ton système nerveux
améliore ta clarté mentale et elle se propage à ton collègue, créant un espace où vous pouvez tous les deux fonctionner à partir d'un lieu plus cohérent et harmonieux. Tu améliores littéralement la qualité de l'espace quantique partagé. Ce n'est pas simplement une question de pensée positive, superficielle. C'est une conséquence directe de la façon dont la conscience interagit avec la réalité quantique. Quand tu maintiens la cohérence dans ta conscience, quand ton intention est claire et pure, cela se reflète dans la cohérence quantique dans ton corps et dans tes interactions. Quand ta conscience est incohérente, pleine de conflits et de duplicité, cela se reflète dans la décohérence quantique. Abonne-toi si tu as aimé la vidéo et que tu souhaites recevoir d'autres perspectives sur la façon dont la théorie des jeux, la conscience quantique et la physique fondamentale s'entrelacent pour créer les circonstances de ta vie. Maintenant, permettez-moi d'explorer cela encore plus profondément. Il y a une branche fascinante de la recherche scientifique appelée neuroquantologie, qui étudie spécifiquement comment les processus quantiques dans le cerveau peuvent générer la conscience. L'une des conclusions les plus intrigantes dans ce domaine est que le cerveau semble être un système qui maintient la cohérence quantique même dans des conditions relativement chaudes et humides, où la plupart des physiciens pensaient que ce serait impossible. Les microtubules dans nos neurones semblent maintenir des états quantiques à travers un mécanisme que nous ne comprenons pas encore complètement. Ces microtubules se trouvent de partout à l'intérieur de nos cellules, structurant l'intérieur cellulaire et jouant un rôle crucial dans la division cellulaire et le transport. Mais si la théorie de Penrose et Hameroff est correcte, ils jouent aussi un rôle crucial dans la génération de la conscience. Quand les microtubules maintiennent la cohérence quantique, la conscience émerge. Quand la cohérence est perdue, la conscience s'évanouit. C'est un peu comme si la conscience était le résultat de la cohérence quantique. Mais voici la partie vraiment importante. Nous pouvons activement influencer le niveau de cohérence quantique dans notre cerveau à travers nos décisions, nos actions et nos intentions. Quand tu médites, quand tu pratiques la pleine conscience, quand tu te concentres sur un seul objectif avec clarté, tu augmentes la cohérence quantique dans ton cerveau. Quand tu es dans un état de confusion, d'anxiété ou de conflit interne, tu diminues cette cohérence. Et à mesure que tu changes le niveau de cohérence quantique dans ton cerveau, tu changes littéralement la qualité de ta conscience. Cela a des implications profondes pour la façon dont nous vivons nos vies. Si nous voulons avoir accès aux dimensions les plus hautes de la conscience, à des niveaux plus élevés de créativité, d'intuition et de compréhension, alors nous devons maintenir la cohérence quantique. Et la façon de le faire est d'être alignés dans nos actions et nos intentions. Quand tu pratiques tit for tat, quand tu es systématiquement coopératif, mais clair dans tes limites, quand tu pardonnes, mais tu ne deviens pas un paillasson, tu maintiens la cohérence quantique. Ta conscience et tes actions sont alignées. Il n'y a pas de conflit interne. Ton système neuroquantique peut fonctionner à son efficacité maximale. Quand tu pratiques la duplicité, quand tu essaies de tromper les autres ou toi-même, quand tu gardes des rancunes sans les résoudre, tu crées une incohérence quantique. Ta conscience et tes actions ne sont pas alignées. Il y a un conflit interne constant. Ton système neuroquantique fonctionne en dessous de son potentiel. Maintenant, tu te demandes peut-être, y a-t-il une preuve scientifique solide que nos décisions et stratégies affectent littéralement la réalité quantique? La réponse honnête est que nous en sommes encore au premier stade de la compréhension de cela. La physique quantique est notoirement étrange et contre-intuitive, et beaucoup de ses implications ne sont pas encore complètement comprises par la science établie. Cependant, il y a une preuve qui suggère des connexions intéressantes. Par exemple, l'expérience de la double fente démontre que les particules subatomiques se comportent différemment quand elles sont observées que quand elles ne le sont pas. Quand il y a un observateur conscient, elles se comportent comme des particules. Quand il n'y a pas d'observateur conscient, elles se comportent comme des ondes. Cela suggère que la conscience joue un rôle fondamental dans la façon dont la réalité physique se déploie. De plus, les études sur la cohérence quantique dans les systèmes biologiques
révèle que de nombreux processus que nous croyons classiques s'avèrent avoir des composantes quantiques. La photosynthèse, par exemple, qui est la base de toute vie sur Terre, semble fonctionner via une recherche quantique efficace. L'odorat semble aussi dépendre de la tunnelisation quantique. Même la navigation des oiseaux migrateurs peut dépendre de la détection de champs magnétiques via l'intrication quantique. Si ces processus biologiques utilisent la cohérence quantique, alors ce n'est pas un trop grand saut de supposer que notre cerveau, l'organe le plus complexe de l'univers connu, le fasse aussi. Et si notre cerveau utilise la cohérence quantique pour générer la conscience, alors il est raisonnable de supposer que la qualité de notre conscience est directement liée au niveau de cohérence quantique que nous pouvons maintenir. Cela nous ramène à la question fondamentale. Quelle stratégie de vie nous permet de maintenir la cohérence quantique maximale? La réponse, selon tout ce que nous savons de la théorie des jeux, la physique quantique et l'expérience humaine, est la stratégie améliorée de Tit for Tat. Être coopératif, aimable et clair, mais maintenir des limites fermes, être vengeur quand c'est nécessaire et être toujours disposé à pardonner et à restaurer la coopération. Cette stratégie est puissante, non pas parce qu'elle est complexe ou astucieuse, mais précisément parce qu'elle est simple, claire et cohérente. En mécanique quantique, la cohérence est proportionnelle à la clarté. Quand ta stratégie est simple et claire, ta conscience peut maintenir la cohérence. Quand ta stratégie est complexe et astucieuse, tu crées de l'ambiguïté, et l'ambiguïté est l'ennemi de la cohérence quantique. Regardons maintenant comment cela s'applique spécifiquement dans différents domaines de la vie. Commençons par les relations personnelles. Une relation saine, selon tout ce que nous comprenons de la théorie des jeux et de la conscience quantique, est une où les deux personnes pratiquent systématiquement la coopération, l'honnêteté et l'ouverture au pardon. Quand un partenaire commet une erreur, l'autre répond non pas par un ressentiment éternel, mais par une communication claire sur ce qu'ils ont ressenti, suivie par la volonté de pardonner quand le partenaire montre un repentir authentique. C'est exactement ce que prescrit Tit for Tat. Si ton partenaire est honnête et coopératif avec toi, tu réponds avec l'honnêteté et la coopération. S'il trahit ta confiance, tu établis une limite claire et tu te retires peut-être un peu. Mais au moment où il montre la volonté de restaurer la confiance, tu es disposé à la restaurer. Cela ne signifie pas faire confiance aveuglément, mais être ouvert à une nouvelle coopération. Cette stratégie maintient la cohérence dans la relation. Les deux personnes savent exactement où elles en sont. Il n'y a pas de manipulation, pas de jeu de tête, pas de tromperie. L'espace entre vous est clair et harmonieux. C'est l'opposé de beaucoup de relations dysfonctionnelles où il y a une stratégie gagnante qui implique la manipulation, le silence punitif, la tromperie ou la menace constante. Dans ces relations, il y a une incohérence permanente. Les deux personnes sont stressées, leurs systèmes neuroquantiques sont en état d'alerte constant, leur santé en souffre. Quand tu pratiques Tit for Tat dans une relation personnelle, ce qui se passe est que la relation devient soutenable, satisfaisante et profondément cohérente. Les deux personnes peuvent se détendre, savoir qu'elles sont en sécurité et faire confiance que tout problème sera abordé directement et résolu. Cette cohérence se reflète non seulement dans la qualité de la relation, mais aussi dans la santé de deux personnes, leur bonheur et leur capacité à atteindre des objectifs ensemble. Maintenant, considérons les relations commerciales et professionnelles. Ici, la stratégie de Tit for Tat est tout aussi puissante. Les partenariats commerciaux les plus réussis sont ceux où il y a une intégrité radicale, une transparence dans la communication et la volonté de résoudre les conflits directement. Quand l'une des parties fait sa part, l'autre partie peut faire confiance qu'elle l'a fait avec intégrité. Quand l'une des parties fait défaut, il y a une conversation claire sur ce qui a mal tourné et ce qui doit changer. Les entreprises qui fonctionnent de cette manière, avec des leaders qui pratiquent une intégrité radicale et une communication claire, dépassent systématiquement celles qui comptent sur la manipulation et la politique interne.
De plus, l'atmosphère de travail dans ces entreprises est profondément différente. Les employés ne vivent pas dans la peur constante, inquiets d'être trahis ou sabotés. Ils peuvent se concentrer sur le travail. La productivité est plus élevée, la créativité est plus élevée et le roulement d'employés est inférieur. À nouveau, du point de vue de la conscience quantique, ce qui se passe est que la cohérence dans l'organisation permet à tous les individus qui s'y trouvent de maintenir des niveaux plus élevés de cohérence quantique personnelle. Quand tu travailles dans un environnement cohérent, ton cerveau n'est pas en état d'alerte combat ou fuite constamment. Ton système neuroquantique peut fonctionner dans un état plus élevé. Tu as tendance à résoudre les problèmes mieux, tu as tendance à être plus créatif, tu as tendance à être plus collaboratif. Considérons aussi la politique et les relations internationales. C'est ici que la stratégie de tit for tat devient encore plus critique car la portée des conséquences est plus grande. Quand deux nations se rapportent l'une à l'autre, les leaders ont le pouvoir d'affecter la vie de millions. Si les deux nations pratiquent tit for tat, ce qui émerge est une situation où les accords sont respectés parce que c'est mutuellement bénéfique, mais où il y a aussi la volonté de représailles si les accords sont violés. L'histoire nous montre le pouvoir de cela. Après la Deuxième Guerre mondiale, bien qu'il y ait eu des raisons compréhensibles pour un ressentiment éternel, les nations ont pris la décision de pratiquer le pardon et la reconstruction mutuelle. Le plan de Marshall a été un acte extraordinaire de générosité envers les nations qui avaient de peu de temps avant été des ennemis. C'était une application de tit for tat améliorée. On montrait de la force et de la résolution en gagnant la guerre, mais ensuite on pratiquait le pardon et la reconstruction. Le résultat a été l'une des périodes les plus prospères de paix relative en Europe moderne. Par contraste, après la Première Guerre mondiale, les Alliés ont pratiqué la vengeance pure envers l'Allemagne dans le traité de Versailles. Le ressentiment résultant, l'humiliation et la pauvreté économique forcée ont directement mené à l'ascension du nazisme et à la Deuxième Guerre mondiale. C'était l'application d'une stratégie hautement non coopérative qui a entraîné des conséquences catastrophiques. Du point de vue de la conscience quantique, ce qui s'est passé est que le ressentiment et la vengeance sans volonté de pardon ont créé une décohérence quantique massive qui s'est propagée à travers les consciences de millions de personnes. Cette décohérence était littéralement le sol fertile dans lequel l'idéologie nazie a grandi. Si les nations qui ont gagné la Première Guerre mondiale avaient pratiqué le pardon dès le début, l'histoire aurait été très différente. Maintenant, ramenons cela à un niveau plus personnel à nouveau. Chaque jour, dans tes interactions avec les autres, tu fais constamment un choix. Vais-je coopérer ou déserter? Vais-je être honnête ou manipuler? Vais-je pardonner ou garder de la rancune? Ces choix semblent petits, personnels, sans importance majeure. Mais du point de vue de la conscience quantique, chacun de ces choix émet une onde qui se propage à travers l'espace quantique. Quand tu choisis la coopération, l'honnêteté et le pardon, tu contribues à la cohérence de la réalité elle-même. Tu renforces les modèles harmonieux, les structures cohérentes. Tu fais ta petite contribution à un univers plus cohérent. Quand tu choisis la désertion, la manipulation et la rancune, tu contribues à la décohérence de la réalité. Tu renforces les modèles chaotiques, les structures incohérentes. Tu fais ta petite contribution, mais pas insignifiante, à un univers plus chaotique. Ce n'est pas une responsabilité terrifiante. C'est habilitant. Cela signifie que ton pouvoir est réel. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre change le monde. Tu peux commencer maintenant, avec tes choix personnels, à aligner ta conscience avec les principes les plus fondamentaux de la réalité cohérente. Permettez-moi de te donner un exercice pratique que tu peux commencer aujourd'hui. Demain, quand tu te réveilles, fixe l'intention de pratiquer tit for tat pendant la journée. Commence de manière coopérative dans toutes tes interactions. Si quelqu'un répond avec coopération, continue à coopérer. Si quelqu'un répond avec désertion, réponds clairement, mais sans rancune. Si une interaction devient compliquée, quand c'est possible,
offre à l'autre personne l'opportunité de revenir à la coopération. Ce que tu découvriras est étonnant. La plupart des personnes répondront à ta coopération initiale avec leur propre coopération. Tu auras moins de conflits, moins de drames. Tu ressentiras moins de stress, ta santé s'améliorera, tu dormiras mieux. Tu auras plus de clarté mentale. Ce n'est pas parce qu'il y a de la magie qui se passe, c'est parce que tu alignes ton comportement avec les principes les plus efficients qui gouvernent la réalité elle-même, tant au niveau classique de la théorie des jeux qu'au niveau quantique de la conscience. Tu fonctionnes depuis la cohérence, et la cohérence est intrinsèquement efficace et effective. Maintenant, je veux développer cela davantage. L'implication la plus profonde de comprendre que la conscience est un processus quantique est que ta conscience n'est pas limitée à ton corps. La conscience quantique, par définition, peut être entrelacée avec d'autres consciences. Cela suggère qu'à un niveau profond, tous les esprits sont interconnectés. Ce n'est pas des paroles vagues de spiritualité. C'est une conclusion logique de la mécanique quantique. L'intrication quantique est un fait expérimental bien établi. Les particules intriquées partagent un état tel que mesurer l'une affecte instantanément l'état de l'autre, peu importe la distance. Si nos esprits fonctionnent sur la base de processus quantiques, comme la théorie de Penrose-Hameroff le suggère, alors nos esprits sont littéralement entrelacés les uns avec les autres. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand tu pratiques la cohérence, quand tu maintiens un état d'esprit clair, aligné et harmonieux, tu influences littéralement les consciences des autres à travers cet entrelacement quantique. Ta cohérence se propage. Tes modèles de cohérence sont attrapés par les consciences avec lesquelles tu es entrelacé, et elles s'alignent un peu plus vers la cohérence. Inversement, quand tu es dans un état d'incohérence, de conflit interne, de rancune, tu propages cette incohérence. Les consciences avec lesquelles tu es entrelacé sont un peu traînées vers cet état incohérent. Cela explique les phénomènes que les psychologues appellent contagion émotionnelle. Quand tu es autour de quelqu'un dans un état émotionnel particulier, tu as tendance à absorber cet état. Quand tu es autour de quelqu'un qui est calme et en paix, tu deviens plus calme. Quand tu es autour de quelqu'un qui est anxieux et tendu, tu deviens plus anxieux. Du cadre de la conscience quantique, ce n'est pas simplement une influence émotionnelle. C'est une contagion quantique littérale d'état de cohérence ou d'incohérence. Cela te donne une responsabilité incroyable. Ton état d'esprit importe non seulement pour toi, mais pour tous autour de toi. Quand tu maintiens la cohérence, tu rends littéralement le monde un endroit plus cohérent pour tous. Mais cela te donne aussi une opportunité incroyable. Cela signifie que tu peux changer littéralement l'état des personnes autour de toi en changeant ton propre état. Tu n'as pas besoin de sermons, tu n'as pas besoin d'arguments, tu n'as pas besoin d'essayer de convaincre quelqu'un de quoi que ce soit. Tu as juste besoin de maintenir ta propre cohérence, ta propre intégrité, ta propre paix, et cela se propagera. C'est le vrai pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir de dominer ou de manipuler, c'est le pouvoir de rayonner la cohérence. Pense aux personnes dans ta vie qui ont un effet calmant sur toi, qui te font sentir plus en sécurité, plus calme, plus capable. Ce sont probablement des personnes qui ont un état interne de cohérence et de paix. Quand tu es autour d'elles, ton propre système nerveux se calibre vers cet état. Maintenant, pense aux personnes qui t'épuisent, qui te font sentir anxieux ou déprimé seulement en étant autour d'elles. Ce sont probablement des personnes qui sont dans un état d'incohérence interne. Leur système nerveux est dysrégulé, et quand tu es autour d'eux, le tien aussi se dysrégule. Maintenant, imagine que tu prennes la responsabilité d'être l'une de ces personnes calmantes. Imagine que tu pratiques suffisamment de cohérence que ta seule présence commence à avoir un effet calmant sur les autres. Cela ne nécessite pas que tu fasses quoi que ce soit de spécial. Cela nécessite seulement que tu maintiens ta propre intégrité, ta propre paix, ton propre alignement. C'est le vrai pouvoir de comprendre la théorie des jeux à travers la lentille de la conscience quantique. Ce n'est pas d'apprendre à gagner en compétition.
c'est d'apprendre à être une force de cohérence dans un monde d'incohérence. Et une fois que tu comprends cela, la stratégie devient profondément simple. Tu n'as pas besoin de stratégie complexe. Tu n'as pas besoin d'être astucieux ou manipulateur. Tu as juste besoin d'être cohérent. Tu as juste besoin d'être honnête, d'être coopératif, de maintenir tes limites, de pardonner quand c'est possible et simplement de rayonner cette cohérence vers le monde. Voyons un exemple concret. Supposons que tu sois dans une réunion de travail où il y a beaucoup de conflits. Deux collègues sont en désaccord passionné sur la façon de procéder avec un projet. L'énergie dans la salle est chaotique, tendue, incohérente. Tout le monde est sur la défensive. Tout le monde essaie de gagner. Maintenant, si tu entres dans cette dynamique et que tu essaies aussi de gagner, si tu essaies d'être astucieux ou politique dans ton approche, tu ajoutes simplement plus d'incohérence. La salle devient encore plus chaotique. Mais si tu entres dans cette réunion depuis un état de cohérence personnelle, depuis la paix, depuis la volonté d'écouter authentiquement tous les côtés, alors quelque chose de profond se produit. Ta propre cohérence commence à rayonner. Les systèmes nerveux des autres commencent à se calibrer vers ta cohérence, non pas parce que tu leur aies dit quelque chose, mais simplement parce que la cohérence est plus forte que l'incohérence au niveau quantique. Soudain, les personnes commencent à vraiment s'écouter les unes les autres. Les défenses s'effondrent, les perspectives s'élargissent. On découvre que les deux collègues en désaccord n'étaient pas vraiment en désaccord fondamental, mais voyaient simplement différents aspects de la même vérité. Quand les deux peuvent le voir de la perspective de l'autre, une solution émerge qui est meilleure que n'importe quelle proposition initiale. Cela se produit non pas parce que tu es un brillant manipulateur, mais parce que ta cohérence a permis à la cohérence d'émerger chez les autres. Tous les esprits dans la salle se sont synchronisés à un niveau quantique plus profond. C'est le vrai pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir du gagnant. C'est le pouvoir de l'harmonisateur. Maintenant, permettez-moi de prendre cela un pas plus loin. La théorie des jeux, la conscience quantique et la réalité elle-même convergent à un point crucial. La réalité émerge de la conscience collective. Je ne dis pas que l'univers est une hallucination. Je dis que la structure de l'univers, les lois de la nature, même les probabilités de ce qui se passe, est influencée par la conscience collective de tous les observateurs. Cela est soutenu par le fait qu'au niveau quantique, rien n'est déterministe jusqu'à ce qu'il soit observé. Les particules subatomiques existent dans un état de superposition, dans plusieurs états simultanément, jusqu'à ce qu'elles soient mesurées. La mesure est un acte d'observation, un acte de conscience. Quand la conscience observe, la réalité s'effondre dans un état défini. Qu'est-ce que cela signifie pour nos vies? Cela signifie que la réalité que nous expérimentons est littéralement créée par la façon dont nous choisissons de l'observer, par ce sur quoi nous choisissons de focaliser notre attention, parce que nous choisissons de croire. Si la plupart des personnes dans une société sont dans un état d'incohérence, de peur, de rancune, alors la réalité collective qu'elles expérimentent tendra à être plus chaotique, plus menaçante, plus divisive. Inversement, si la plupart des personnes dans une société sont dans un état de cohérence, de paix et de coopération, alors la réalité collective qu'elles expérimentent tendra à être plus harmonieuse, plus sûre, plus prospère. Maintenant, voici le point crucial. Chaque individu, avec ses choix personnels de comment maintenir sa conscience, contribue à la réalité collective que nous expérimentons tous. Quand tu pratiques la cohérence, quand tu pratiques l'honnêteté et la coopération, tu n'améliores pas seulement ta propre vie. Tu améliores littéralement la réalité partagée pour tous. C'est un niveau complètement différent de responsabilité et de pouvoir. Ce n'est pas une responsabilité au sens de culpabilité ou d'obligation. C'est une responsabilité au sens de capacité à répondre, d'influencer, de co-créer. Ce que les expériences d'Axelrod ont réellement découvert est que dans les systèmes complexes, interconnectés, où les interactions se répètent, la stratégie qui est la plus cohérente, la plus claire, la plus cohérente, gagne toujours. Et maintenant,
Nous savons pourquoi. Parce que la cohérence est plus forte que l'incohérence au niveau quantique. La leçon fondamentale est celle-ci. Si tu veux vivre une vie de vrai succès, de vrai bonheur, de vraie réalisation, tu n'as pas besoin de stratégie complexe. Tu as juste besoin de cohérence. Tu as besoin d'alignement entre tes valeurs et tes actions. Tu as besoin de clarté dans tes intentions. Tu as besoin de volonté d'être coopératif, d'être honnête, de maintenir tes limites et de pardonner. C'est la stratégie simple qui changera ta vie pour toujours. Elle ne te rendra pas invincible. Elle ne te rendra pas toujours gagnant au sens traditionnel. Mais elle te rendra efficace, soutenable et vraiment réussi de façon qui importe, en relations satisfaisantes, en santé, en paix mentale, en réalisation et en ta capacité à contribuer positivement au monde. Quand tu pratiques cette stratégie, tu ne gagnes pas seulement le jeu personnel. Tu contribues à un monde plus cohérent, plus coopératif, plus pacifique. Tu co-crées littéralement une réalité meilleure pour tous. Et voici la conclusion la plus profonde de cette exploration entière. Tu es beaucoup plus puissant que tu l'as probablement jamais imaginé. Ta conscience n'est pas confinée à ton crâne. Ton intention n'est pas impuissante. Tes choix importent non seulement au niveau pratique immédiat, mais au niveau quantique, au niveau de la structure fondamentale de la réalité. Quand tu t'éveilles à ce pouvoir, quand tu comprends profondément que ta cohérence est ta plus grande force et ton plus grand cadeau au monde, quelque chose se transforme en toi. Tu ne cherches plus à gagner sur les autres. Tu cherches à gagner à travers l'intrication, l'alignement, la coopération mutuelle. Tu ne crains plus la vulnérabilité d'être honnête parce que tu comprends que l'honnêteté est la cohérence et la cohérence est la force. C'est le cadeau que la théorie des jeux, filtrée à travers la lentille de la conscience quantique, nous offre. Ce n'est pas seulement un ensemble de stratégies pour vivre mieux. C'est une invitation à t'éveiller à ton vrai pouvoir en tant que co-créateur de la réalité. Abonne-toi si tu as aimé la vidéo, car dans ma chaîne, j'explorerai continuellement ces idées fascinantes qui connectent la science, la philosophie, la conscience et le pouvoir extraordinaire que nous possédons tous pour transformer nos vies et le monde. Alors, quelle est la conclusion? Qu'as-tu appris dans ce voyage à travers la théorie des jeux et la conscience quantique? D'abord, tu as appris que la stratégie la plus efficace pour la vie n'est pas la plus complexe, mais la plus cohérente. La stratégie de tit for tat, sous ses diverses formes, s'est avérée supérieure à travers d'innombrables simulations et expériences. Mais son vrai pouvoir ne réside pas dans sa capacité à vaincre les autres, mais dans sa capacité à créer une coopération mutuelle. Deuxièmement, tu as appris que cette stratégie n'est pas simplement un ensemble de règles tactiques, mais qu'elle est profondément alignée avec les principes fondamentaux de comment fonctionne la réalité. La cohérence est supérieure à l'incohérence, non seulement en théorie des jeux, mais en physique quantique, en physiologie, dans l'architecture de l'univers lui-même. Troisièmement, tu as compris que ta conscience est quantique par nature, qu'elle n'est pas confinée à ton corps, qu'elle est entrelacée avec les consciences des autres. Cela signifie que tes choix personnels ont une portée beaucoup plus grande que tu ne pourrais l'imaginer. Ta cohérence se propage. Ta paix a le potentiel de contagionner la paix aux autres. Quatrièmement, tu as reconnu que le vrai pouvoir n'est pas le pouvoir de dominer, mais le pouvoir d'harmoniser. Quand tu rayonnes la cohérence, quand tu maintiens ton intégrité et ta paix, tu as le pouvoir de transformer les situations, de guider les autres vers des états plus harmonieux, de co-créer une réalité meilleure, non seulement pour toi, mais pour tous. Cinquièmement, tu as compris que la responsabilité et le pouvoir sont deux faces de la même pièce. Parce que ta conscience importe, parce que tes choix affectent la réalité collective, tu as à la fois la responsabilité et le pouvoir de contribuer à un monde plus cohérent, plus coopératif, plus pacifique. La question qui reste est, qu'en feras-tu maintenant de ces connaissances? Continueras-tu comme avant, poursuivant des stratégies de gain court, te fiant à la manipulation et à la tromperie?
Ou vas-tu choisir de t'éveiller à ton vrai pouvoir, le pouvoir de ta cohérence, et pratiquer les stratégies simples mais profondes qui marchent véritablement? Souviens-toi, le changement n'a pas à être dramatique ou soudain. Il peut commencer demain, dans tes premières interactions. Quand tu te réveilles, fixe l'intention de pratiquer la cohérence. Sois coopératif, mais clair, sois honnête, mais compatissant. Maintiens tes limites, mais pardonne, et observe ce qui se passe. Observe comment la réalité commence à se réorganiser autour de toi de façon qui pourrait te surprendre, car une fois que tu comprends vraiment que la cohérence est plus forte que l'incohérence, une fois que tu comprends que ta conscience est quantique et est entrelacée avec la réalité entière, une fois que tu comprends que tes choix importent au niveau fondamental de l'univers lui-même, tu ne peux pas continuer comme avant. Tu as été éveillé. Tu as vu derrière le voile. Maintenant, tu sais que tu as le pouvoir. Et avec cette connaissance vient à la fois l'opportunité et la responsabilité. Donc, voici mon invitation finale pour toi. Éveille-toi à ton pouvoir. Pratique la cohérence. Vis avec intégrité. Coopère authentiquement. Maintiens tes limites. Pardonne librement. Et observe comment une stratégie simple mais profonde commence à transformer non seulement ta vie, mais le monde autour de toi. Parce qu'au final, la stratégie simple qui changera ta vie pour toujours n'est pas vraiment une stratégie du tout. C'est un éveil. C'est l'éveil à la vérité de ce que tu as toujours été, une force de cohérence, un créateur de réalité, une conscience quantique entrelacée avec toute l'existence, avec le pouvoir infini de choisir la paix, l'honnêteté et la coopération. C'est la stratégie, c'est le pouvoir, c'est la transformation qui t'attend.